apéro. Hello. Spécial Satisfaction. I can get no. Tout à fait. Ceux qui auront la ref, hein. Bravo à vous. Vous pouvez soit faire ça, soit faire ta 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 ta. Ouais, c'est vrai. Satisfaction. Vous êtes donc sur une chaîne de basketball, hein, pour ceux qui l'ont toujours pas Voilà. compris. Alex, on s'est fait les déceptions. Ouais. Comme à chaque milieu de saison, tu as des déceptions et tu as aussi des satisfactions. Satisfaction ne veut pas forcément dire surprise, peut vouloir dire surprise, mais pas forcément. C'est vrai, non mais c'est important. Tu peux avoir des trucs où tu t'y attendais plus ou moins, puis t'es bien content quand même de voir que c'est réel. Ah, je suis content d'avoir eu raison, tiens. Ouais, ça me va bien, tiens. Je suis bien content de l'avoir annoncé, ça. Non, c'est vrai, important cette nuance, comme le dit Alex. Nous sommes dans les satisfactions. N'hésitez pas à aller checker la vidéo des déceptions. On s'est lâché fort, notamment sur des amis Warriors, ou des Hawks, ou bien des poulets, ou bien des verdures, mais aussi les arbitres, et d'autres choses parmi tant d'autres. On est à mi-saison, ça y est, 41 matchs joués. Ouais, 41, 42, c'est à peu près ça pour toutes les équipes. T'as des équipes encore qui sont qu'à 40, mais t'en as quasiment plus. Donc on est vraiment à la mi-saison. Ouais. C'est ça. Et donc c'est l'occasion de faire un petit point. N'hésitez pas à aller checker évidemment sur TikTok, puisque c'est notre cher Nathan qui avait envoyé une vidéo là avec ses déceptions. Et donc on s'est dit qu'on allait faire aussi un petit peu les nôtres, ma foi. Vous, votre rôle il est important parce que après avoir sorti les couteaux, les haches et retrousser les manches, et bien cette fois on va sortir un peu la crème, applaudir, se lever. C'est ça, exactement. Boum boum, c'est bien, toi je t'ai vu, bien, beau taf. Ah bah, on va distribuer les quelques bons points, on va dire. Exactement, vous avez le droit d'avoir des mentions honorables, c'est très important. Et surtout, on reprend le modèle qu'on a utilisé dans la vidéo des déceptions. Alex, au lieu de faire juste un gros gloubi-boulga, on va prendre une équipe. Ouais, un joueur. Et puis un bonus, une wildcard, une tendance, un coach, un GM, bref, vous avez compris quoi. Quelle est votre satisfaction de cette première partie de la saison NBA 2023-24 ? La question elle est simple, si on vous dit ça, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Ah bah je pense que c'est ceci. Alex, est-ce que t'es prêt ? Vas-y. J'ai envie, allez, ça va faire du bien, j'ai envie que tu me régales là. Franchement, il y a une équipe là, ouais, quand tu penses aux satisfactions là, cette équipe, c'est un vrai kiff, je suis content, Il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. J'ai eu une longue bataille entre moi-même et moi-même pour me décider entre le Thunder et les Wolves. J'ai envie de parler des Wolves. Les Wolves sont une énorme satisfaction, c'est-à-dire que quand on a fait les previews, quand on a discuté, même en début de saison et tout, on se disait il y a du potentiel, il y a des trucs à faire, si ça clique, ils peuvent vraiment avoir une équipe compétitive en défense, avoir une attaque et tout. Enfin bref, c'est le cas. Les Wolves sont premiers, au moment où on fait cette vidéo, ils sont premiers de l'Ouest, deuxième meilleur bilan de la Ligue, meilleure défense de la Ligue, avec une attaque average, 18e, un truc comme ça, 19e de rating des ratings offensifs, qui a de la marge de progression. De ouf. Un des meilleurs pourcentages de réussite à 3 points sur un des plus petits volumes de la Ligue. Donc, par exemple, le volume de 3 points pourrait être une option pour progresser avec un mouvement de balle peut-être un peu plus incisif. Tu pourrais avoir un peu plus propre. Tu pourrais avoir... Ouais, c'est ça, exactement. Tu pourrais avoir un peu plus de shoot ouvert. Et vu que tu as pas mal de types capables de faire tomber dedans entre Conley, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns, j'oublie des gens, Anthony Edwards, il met ses 3 points, mais c'est peut-être pas ce qui fait le mieux, tu vois, c'est peut-être pas là que t'as le plus envie de l'utiliser. T'as vraiment un truc collectif, faut féliciter le taf de Chris Finch, déjà en premier lieu, avant même de faire un peu de parler un peu des joueurs. Chris Finch a bien bossé. L'année dernière, on en a fait tout un apéro il y a un petit moment là sur la chaîne YouTube. L'année dernière, on avait vu des choses, moi, qui m'avaient beaucoup plu. Je t'en avais parlé là au premier tour de playoff perdu 4-1 contre les Nuggets. J'avais trouvé vraiment intéressant les Wolves malgré l'ambiance. Jaden McDaniels qui s'était blessé. Jaden McDaniels, quand il n'est pas en train de taper dans des murs, c'est un joueur très important pour un collectif, et notamment celui des Wolves. Les stats sont discrètes, hein. Mais le taf est là. Le taf collectif, le taf défensif en premier rideau ou en aide et tout. Le duo défensif qu'il fait dans le front de courte avec Gobert et le trio défensif de mecs toujours bien placés qui pensent bien à la défense avec Conley, Jaden McDaniels et Gobert.
c'est vraiment relou. Surtout que en plus, et c'est ça qui est très intéressant et c'est ma plus grande satisfaction chez ces Wolves, c'est que ça se voit que le groupe se donne des deux côtés du terrain. En Tous les attaque, soirs. c'est poussif et tout, mais en défense, tu vois bien que Karl Anthony Towns, tu peux plus te foutre de ta gueule, c'est plus le tréteau que c'était là en défense. Et il puis fait en plus, peut-être sa meilleure saison défensive. Je suis content que tu le mentionnes. Ouais. oui, parce que comme en plus il vient se battre au rebond, du coup, entre Jaden McDaniels, Gobert et Towns, t'as un front de court très chiant. Ouais. Et Anthony Edwards nous a montré que quand il est déterminé, il est un excellent défenseur et qu'en plus il est capable, même quand il a des grosses responsabilités offensives et qu'ils ont besoin de lui quasiment sur chaque possession dans le clutch, de pas être un point faible en défense. Ouais. Il a les qualités athlétiques, il a le mental et tout. Donc ça c'est bien. On a vu que Nickel Alexander-Walker était capable en sortie de banc de venir compléter le taf du 5 majeur. On sait que Naz Reid peut aussi apporter des choses. Vraiment, ces Wolves sont super. Ouais. Anthony Edwards est peut-être pas assez cité dans les dossiers MVP. Après, il faut dire qu'il y a des monstres. Mais il est en tout cas le meilleur joueur, le patron incontesté de la meilleure équipe de l'Ouest. Oui. Elle est belle quand même, celle-là. Ah ouais. Il a été très clutch à de nombreuses reprises. Et ça, c'est très important pour la suite. Parce que les Wolves, grâce à leur défense, même quand leur attaque merdouille, grâce à leur défense, ils arrivent à rester dans les matchs. Ils arrivent à se créer des runs, parce qu'en fait, ça fait 4 minutes 30, ils ont pris que 2 lancers, les types. T'as pas réussi à marquer, tu vois, c'est chiant. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils vont peut-être pouvoir traduire de manière très intéressante quand viendra le temps des playoffs. Parce que sauf gros problème, les Wolves vont aller en playoff. Parce que là, s'ils vont pas en playoff avec le bilan qu'ils ont là, ça va être un autre genre d'apéro qu'on va faire début avril. Ouais. Voilà. Non mais t'es d'accord. Et puis, cerise sur le gâteau, nous on aime bien le cocorico quand même. Va falloir mettre un peu de respect sur le nom de Rudy Gobert là. Parce que là, c'est sûr que le transfert a coûté cher. Qu'il y a eu beaucoup de pics de draft de données. Mais tu n'as jamais... ces Wolves-là, à ce niveau-là, sans le Rudy Gobert qui est le niveau de Rudy Gobert cette saison. Ouais. On en a parlé quand on a fait l'apéro. Il a retrouvé ses qualités athlétiques. Il a retrouvé son leadership défensif. Il est dissuasif comme peu de joueurs le sont. Il est en course pour obtenir un 4e trophée de défenseur de l'année. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ce serait historique. Si Rudy Gobert, un 4e trophée de défenseur de l'année, j'avais fait l'erreur... Quand on avait fait l'apéro sur les Vosges, je ne la fais pas cette fois-ci. Il n'y a que Ben Wallace. C'est-à-dire que Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Kawhi Leonard, Draymond Green, ils ne sont pas dans le club. Dennis Rodman, Tim Duncan, il en a 0, le petit joueur. Scottie Pippen, il n'en a pas non plus. Tu vois ? Voilà. C'est cadeau, ça. En gros... faut bien se rendre compte du délire, c'est que non seulement Rudy, d'un point de vue individuel, est en train de vraiment de faire une grande saison, la forme, mentalement, ça sent qu'il est là, ça sent que ses coéquipiers l'écoutent, ça sent qu'il est le pilier défensif de la meilleure défense de la Ligue, et en plus, d'un point de vue collectif, donc ça se traduit par d'excellents résultats, et au-delà du côté, mettre du respect sur son nom, il est en train de peut-être rentrer dans un club. Déjà que 3 défenseurs de l'année, il n'y a pas grand monde, hein, mais 4. Mais c'est les discussions sur le Hall of Fame, elles sont terminées. Oui. Enfin, tout ça là, tu vois, genre c'est chaud, c'est très très chaud. Donc non, grosse satisfaction. Les Wolves, moi, ils sont bien au-dessus de là où je les voyais. À mon avis, ils sont au-dessus des attentes de la plupart des gens. Et mais c'est super même avec leur attaque moyenne. Ouais. S'ils continuent comme ça, qu'ils arrivent à entretenir cette dynamique de hustle à chaque match et tout, on va être très très chiant en play-off. Je suis d'accord. Équipe très chiante à jouer. C'est du très grand basketball, c'est du beau basketball. Il y a de la marge offensive comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, ça pourrait même se sentir à la deadline, 1 ou 2 petits moves, un truc. Pourquoi pas ? Parce que attention, hein, je crois que la stat est sortie l'autre jour, j'ai oublié de la tweeter, mais je crois que les Wolves... Cette saison, les Wolves sont numéro 1 de l'Ouest, genre, 50 jours, un truc comme ça. Et je crois qu'en cumulant tous les jours, tous les mois et toutes les semaines de l'histoire des Wolves, avant cette saison, ils étaient numéro 1 de l'Ouest pendant 2 semaines. Tu te rends compte ? Donc, ils sont à un carrefour extraordinaire de leur histoire. Ils jouent vachement bien.
Si vous regardez pas les Wolves, on vous invite à le faire, comme l'a dit magnifiquement là Alex. Tous les soirs, il y a une solution. Il y a eu des matchs où moi je les ai trouvés à la traîne et puis Nasrid arrive et en fait, allez hop, c'est terminé. On vous a mis le banc dans le rétroviseur parce que Nasrid et Nick Alexander-Walker et d'autres garçons et c'est Il y a eu des fins de match compliquées qui sont parfaitement gérées, là, notamment contre les Clippers ou des équipes comme ça. Là. Ouais, complètement contre Boston aussi. Enfin, ils ont fait des trucs vraiment super. Et d'autant plus remarquable que j'ai rarement vu une équipe faire autant all-in avec autant de pression et faire le taf. Parce que s'il y a une franchise dont on a parlé dans les 30 prévus en 30 jours, et le sujet va revenir que vous le vouliez ou non, où on va dire ok, nice, mais on fait comment pour les sous, Alex Rodriguez? Parce que dis donc, le tableau des salaires des Wolves, c'est une dinguerie absolue. Ça pique, ouais. Et s'il n'y avait pas eu les résultats, ça serait un sujet mais quotidien. On se dirait mais attends, c'est qui va prendre? Carl Anthony Towns, il bouge à la deadline ou pas? Enfin, normal. Voilà. Là, il n'y a même pas de débat. L'idée c'est de savoir si ces Wolves là, en ajoutant un petit mec en sortie de banc, aller au titre, exactement. C'est ça l'idée. C'est fort, c'est bien, c'est une grosse satisfaction. Bravo à eux. C'est très très fort Minnesota en effet. Hâte de les retrouver en playoff. Je peux te poser juste une question sur Minnesota? Dis-moi. Ouais. Qu'est-ce qui leur manque pour aller chercher le titre? C'est c'est quoi? Il leur manque un ailier, un autre joueur extérieur créateur balle en main. Pas un deuxième Anthony Edwards. Hein. Non, mais je trouve que Mike Conley, avec l'âge et tout, est un peu trop dans la gestion pure. Jaden McDaniel, c'est pas son jeu trop. Les Nickel et Alexander Walker, Kyle Anderson, mais tu vois, non, il leur manque le petit trade qui leur fait atterrir un joueur qui, dans 1, 2, 3 matchs de playoff, est capable, en fait, on se dit, dis donc. Sexton. Ouais, voilà, ce genre de joueur externe, un joueur un peu... C'est-à-dire que Nasrid, joueur qui sort du banc, super. Nickel Alexander-Walker pour fallait, voilà, mais le get bucket un peu, qui soit arrière ailier, combo garde, ailier, ce que tu veux, mais un poste 1, 2 ou 3, qui balle en main, se crée son propre tir. Tu vois, leur Malik Monk, leur Clarkson, ce genre de gars, c'est pas des gars faciles à trouver, mais quand je vois que par exemple, il y a des rumeurs autour de Brogdon côté Blazers. Bon, évidemment, les Wolves, ils n'ont plus grand-chose en tour de draft à proposer. Mais tu vois, typiquement, le genre de profil où les Wolves, ils seraient super avec ce genre de gars capable de tenir la balle et d'aller chercher des points par lui-même, quoi. Tout à fait, c'est ce qui va être, je suis d'accord, c'est ce qui va être fascinant sur les 2 prochaines semaines. Hein. Les Wolves, il y a peut-être un truc à faire à deadline, mais en secret. Ah ouais. Il y a peut-être un petit trade qui change tout, je suis d'accord. Minnesota pour mon cher Alexinator. Je vais changer de conférence. Vas-y. Je suis très très agréablement, je sais pas si c'est surpris, mais séduit par la saison globale de nos amis les Sixers. J'aime ce qui se passe à Philly. C'est une franchise déjà que j'affectionne tout particulièrement et de base. Il y avait les 30 prévus en 30 jours, quoi. Il y avait des incertitudes, on savait pas trop comment ça pouvait se passer. Doc Rivers a été remplacé par Nick Nurse. Le staff aussi a été prié d'aller se faire voir. On a retrouvé Doc Rivers là où il doit être, aux commentaires. Nick Nurse est arrivé à commencer à instaurer 2-3 choses. Mais ils se sont pas arrêtés là. Ils étaient dans une sauce monumentale au début de la saison parce qu'on savait pas ce qui allait se passer avec Harden. Plus personne se souvient du trade d'Harden à Philly. Tout le monde s'en fout. Non. Aujourd'hui, on est en train de se demander si c'est pas le trade win-win absolu, tu vois, parce qu'en gros, c'était parfait pour les Clippers et c'était parfait pour les Sixers. Et donc, du coup, t'es à Philly, t'as une équipe où, évidemment, Embiid est au sommet de sa grâce et de son art, et je sais, n'importe quelle mention de Philly entre octobre et avril sera accompagnée d'un éventuel mais ça va faire quoi en play-off? N'empêche que la question, elle est légitime. Et la question, elle est légitime, tout à fait. Vu les années précédentes, je comprends les gens qui la posent. Après, je suis d'accord avec toi, il se passe un truc différent là pendant cette régulière. Mais il se passe un truc différent. C'est-à-dire que ils sont hyper relous à jouer parce qu'ils savent très bien quelles sont leurs forces. Ils ont ce côté équipe de darons là. Ils ont rajouté les 2-3 mecs là, les Batum, les Pat Beverley. Ils ont des gars qui sont là pas du tout pour déconner. On n'est plus là pour faire nos stats.
On est là pour s'assurer que l'équipe gagne et soit sérieuse. Et s'il y a quelqu'un qui sort du rang, on le remet bien dans le rang. Et donc du coup, il y a eu des petits coups de mou, notamment quand Embiid il s'est blessé, mais on a quand même pu assister au début de saison de Tyrese Maxey qui, selon nous deux, faut pas le prendre pour acquis, va devenir All-Star. Je veux dire, ça c'est quand même une des grosses satisfactions de la saison. Hein. Tyrese Maxey, là, il va se ramener à la table des négociations cet été, pardon. Ça commence par Ma et ça finit par X. Hein. C'est Maxi. Tout à fait. Tyrese Maxi. C'est Maxi pour Maxi. Donc en fait, t'es Philly. Pendant des années, tu t'es dit, ouais, on savait pas trop, Brett Brown, puis Doc Rivers, on savait pas trop, Jimmy Butler, JJ Redick et Ben Simmons, ou en fait, c'était les années Covington, puis on a essayé aussi avec James Harden. En fait, là, il y a un truc qui est en train de se passer avec Maxi, avec Batum, avec Embiid, avec Tobias Harris, avec D'Anthony Melton. Par le passé, j'étais hyper confiant à l'idée d'avoir des équipes où on allait faire les previews et on disait « Ah, ils vont rencontrer Philly en playoff. » La bataille tactique. Alors, Doc Rivers, ça va donc se faire outplay par Eric Spoelstra, etc. C'est autre chose. Et là, en fait, si je suis Boston ou Milwaukee par rapport au passé, je suis beaucoup moins serein, tu vois, d'affronter Philly cette année. Miami aussi, qui a fumé non, Philadelphie là récemment. Cavs, Miami, Knicks. En fait, en gros, la Philly, je trouve qu'ils n'ont jamais été aussi sérieux et à prendre au sérieux dans les hauteurs de l'Est. Franchement, je trouve qu'ils ont cette capacité à mettre des runs offensifs hyper intéressants. Ah là, quand ça commence à prendre à droite à gauche, là, c'est vraiment très violent. Ils peuvent jouer demi-terrain et up tempo. Ils peuvent défendre. Hein. Ils peuvent défendre le plomb. Ils ont peut-être encore aussi un ou deux petits moves à faire là à la deadline. Il y a eu des rumeurs sur des Caruso, des Bogdanovic. Genre quoi, ouais, tu verrais un guard là comme ça, ouais. Bah c'est plutôt du. En fait, tu rajoutes un Caruso et à ce moment-là, tu dis bah allez-y les mecs, essayez de nous mettre 95 points en playoff. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vas avoir des line-up Caruso, Batum, Melton plus Tobias, Embiid. Embiid. Genre pardon, enfin tu vois, tu fais comment? Et je trouve qu'il y avait des éléments un peu d'incertitude sur chacun à son agenda. J'ai aucune impression qu'il y a des gens qui ont des agendas différents à Philadelphie. Tout le monde est concentré dans une seule et même direction. Non, ça c'est sûr qu'on peut le dire. Nick Nurse a bien réussi son coup à ce niveau-là. Le groupe est au taquet. Tout à fait. Et donc, moi je comprends encore et toujours les incertitudes qu'il y a parce que ce n'est pas le printemps. Et donc, on va voir ce que donne Embiid au printemps. Je suis le premier à parler du fait que ça ne me rassure pas de voir autant de jeux pour Embiid basés sur des calls qui n'existeront plus en playoff, parce qu'on sait que l'arbitrage bascule entre la saison régulière et les playoffs, donc attention à ça. Mais je crois qu'il est armé là. Je crois qu'il est armé et je crois que dans cette espèce de checklist des équipes qui sont jusqu'en finale NBA, en tout cas jusqu'au titre, comme là on vient d'essayer de faire notamment avec les Wolves, est-ce qu'il y a un franchise player dans son prime? Ouais. Est-ce qu'il y a un coach qui a déjà été capable de remporter un titre? Ouais. Est-ce qu'il y a un lieutenant bien identifié? Oui. Qui peut get buckets et de sauver des matchs de playoffs? Est-ce qu'il y a des vétérans? Oui. Bah alors oui. Est-ce que tu peux faire des bêtes de matchs défensifs? Et genre en fait je suis Philly et je me dis, est-ce que Philly là doit se ramener en playoff et se dire ouais on a grave peur de Boston, de Milwaukee et compagnie? Bah je suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense peut-être vraiment moins que les années précédentes, effectivement. Nettement moins que les années précédentes. Et ça, vu comment on parlait en septembre dernier, c'est une grosse satisfaction. Je voulais donner un peu de love aux Sixers. C'est vrai. Oui, aux Sixers, évidemment, tu avais des mentions honorables. Le Thunder, ok, on a pensé tous les deux. Hein, Thunder, ouais, attends, franchement, il m'impressionne de ouf. Puis il continue en plus. Hein. Ouais. Et alors, toi et moi, le taf, quand même, il faut le dire aussi. Je veux dire, le taf des Cavs en l'absence de Garland et Mobley, moi je suis sur le cul. Sur le cul. Ah, c'est fort. Ça joue bien les Cavs. J'ai failli le prendre en joueur, mais c'est pas lui que j'ai pris. Mais honnêtement, Donovan Mitchell, là, il n'y a pas Garland et tout. Il fait tout. Il drive, il score, il tient le jeu, il crée pour les copains. Enfin, c'est à se demander parfois si Cleveland doit pas foutre un énorme max à Donovan Mitchell pour absolument qu'il reste et puis voir ce qu'il y a à obtenir comme ailier en échange de Garland. J'exagère un peu, j'ai envie de dire, ça va tirer sur moi à boulet rouge côté Cleveland, mais honnêtement, Donovan Mitchell est un combo guard qui doit avoir la balle dans les mains et qui n'est peut-être pas fait pour jouer avec un meneur ball dominante. Il serait beaucoup mieux à côté d'un Mike Conley ou d'un... Tiens, c'est marrant, Mike Conley d'ailleurs, ils sont... Bref, allez, c'est un autre sujet, c'est pas lui que j'ai pris en satisfaction. Ils ont pas joué ensemble déjà? C'est marrant, ça me dit quelque chose. Ils étaient pas numéro 1 de l'Ouest. Bon bref, c'est une longue histoire. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, il y a quelques satisfactions comme ça quand même en termes d'équipe. Les Cavs, bravo,
avec beaucoup d'accent. JB le Bickerstaff, franchement, il fait du bon taf là. Hein. Ouais. Tu m'entendras pas souvent le dire, mais là, c'est vrai. Mais hein. ouais, c'est... Obligé. Waouh. On va passer sur les joueurs, puisque tu as pris donc Minnesota et j'ai pris Philadelphie. Un joueur satisfaction. Qui est le joueur qui vous donne cette satisfaction? Alex, c'est qui toi? C'est Paolo Banchero, l'américain. L'americano. L'americano. 2 Americanos pour la 34. Ouais. Donc, non, Paolo, franchement, satisfaction. Moi, j'aime bien aimer sa saison de rookie. Vraiment, j'avais trouvé très fort. Très dominant, numéro 1 de draft. Et là, en deuxième saison, il est le patron d'un Magic. Alors oui, c'est vrai que là, le Magic, récemment, au moment où on fait cette vidéo, la dynamique est un peu moins positive. Hein. Ça va moins bien, ça gagne un peu moins et tout. Mais bon, ils sont encore largement au-dessus des attentes de la plupart des gens. Hein, largement. Ils sont à la bataille dans le top 8. Et puis, bon, j'aime bien les Bulls. J'aime bien les Hawks. J'aime bien... Mais c'est pas sûr du tout qu'ils finissent devant le Magic, hein, ces équipes-là. Le Magic ne va rien lâcher. Le Magic a dû se passer un peu de Franz Wagner, ça a quand même fait mal, au peu d'attaques qu'ils ont. Et le peu d'attaques qu'ils ont, c'est Paolo Banchero, la plupart du temps. Et là, vraiment, je le trouve vraiment très très fort. On est vraiment sur le point forward. Il a progressé au scoring, il met plus de points. Il a progressé à la passe, il prend un petit peu plus de rebonds. Il se comporte vraiment comme un leader. Il a même pris le temps de taffer son shoot lointain. C'est-à-dire qu'à 3 points maintenant, là où il était un peu, t'allais un peu le laisser shooter parce que lui donner trop le serrer, le mec est trop puissant, trop rapide avec du handle et tout, c'est trop dangereux. Mais là, maintenant, le problème, c'est que si tu laisses trop shooter, là, attends, bouge pas. Ouais, 36% à 3 points, bon, limite, vaut mieux faire faute. Il est qu'à 70% au lancer. Ça reste un peu ce qui est dommage parce qu'il en a plus de 7 par match et à mon avis, ça ne va aller qu'en augmentant, ça, vu le bestiau qu'il est et les bons choix qu'il fait. Donc, des très très bons progrès, de la régularité. Il a seulement 21 ans, hein. Paolo Banchero, c'est très probablement l'avenir de cette ligue. Et il est à Orlando. Donc Orlando a dans ses rangs, à mon sens, un des meilleurs forwards quand il sera dans son prime. On verra, on en reparlera, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. Pour moi, quand il sera dans son prime, donc il y a encore un peu de temps, hein, 4, 5, 6 ans, il sera All-Star. Et puis on sera là, il va être dans 3 semaines déjà. All-NBA Second Team, All-NBA Third Team, All-NBA First Team, ça va dépendre jusqu'où il peut aller. Mais si ça se trouve, Paolo Banchero est à un 26-27 points, 8 rebonds s'il passe, hein, pendant longtemps. Et putain merde, en fait, on sait autour de qui on va construire un projet de printemps. Parce que là, on l'a pas encore vu au printemps, mais moi, j'ai pas de doute sur le fait que Paolo Banchero... Non, moi non plus, il va aller chercher des fautes, il triche pas dans son jeu, il joue dur... il n'a pas peur du demi-terrain, il n'a pas peur de la transition évidemment. Hein. Quand tu fais 2m08, 115 kg et que tu te déplaces à la vitesse de l'éclair, t'as pas peur de la transition, c'est normal. Mais sur demi-terrain, franchement, je le trouve bon. Hein. Donc en plus, il est entouré d'une bonne défense. J'attends le jour où il va être entouré d'un vrai grand garde. Ça manque à Orlando, un gars fort, là, un gars qui est vraiment à plus de 20 points tout le temps avec un vrai shoot et tout dans le backcourt. Là, Orlando en a vraiment besoin. Ça va devenir urgent. Sinon, c'est vrai que pour Banchero, tout est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les défenses s'adaptent et c'est normal. Et il manque d'options, quoi. L'attaque d'Orlando manque d'options. Ouais. Voilà. Non, mais il est énorme. Grosse satisfaction. Je suis totalement d'accord, tu sais tout l'amour aussi que j'ai pour lui. On était là le soir de la draft à se dire ouais allez Paolo, dans les let's go. T'avais aussi beaucoup sorti d'éloges justement lors des profils de draft. Là, pas plus tard que hier ou avant-hier, quand ils ont terminé Miami, pour aller dans le sens de ce que tu disais. Maintenant ils s'amusent, c'est-à-dire qu'ils ont dit Franz Wagner pick and roll, Paolo tu te mets dans un coin et si t'es libre catch and shoot à 3 points. Je veux dire c'est un cauchemar absolu. Hein. Franz Wagner sur pick and roll, il avait Goga Bitadze, il a dit, et Franz Wagner est excellent sur pick and roll, il a joujouté avec la défense, il a décalé pour Paolo Banchero, qui était seul à 3 points, parce qu'il y a des gens qui font encore l'erreur, il l'a mis, et tu te regardes et tu te dis, mais du coup on va faire comment? Parce qu'en fait les deux peuvent playmake, les deux peuvent shooter à distance, les deux sont physiques, ils vont provoquer des lancers, franchement... Et puis, on l'a bien vu. Bon, après, là, ils ont vraiment démantelé le hit. Hein. Le hit où il y avait Butler, Tyler Hero et Adebayo. Hein. Attention, hein, c'était pas le hit comme d'hab avec la moitié de l'équipe à l'infirmerie. Hein. Donc, ils les ont démantelés de manière collective. Et puis, le retour de Wendell Carter au pivot, on peut me dire ce qu'on veut, mais voilà. C'est quand même bien d'avoir Wendell Carter Jr. là, du coup, en titulaire et tout. Donc, non, Banchero...
grosse satisfaction parce qu'il a progressé et dans son sillage, le Magic progresse. Tout à fait. S'il trouve un garde, le bon gars qu'il faut là à mettre autour, franchement, le Magic a une équipe qui va aller en play-off et qui va être chiante. À suivre de très près. Le Magic avec Paolo Banchero, tout à fait. Qu'est-ce que t'as, toi? Satisfaction, joueur? Eh ben, j'ai pris Chet Holmgren. Ah, c'est bien. Parce que évidemment, il y a plein de joueurs qui m'ont fait kiffer sur ce début de saison. Il y en avait plein, on fera les mentions honorables après, mais je suis quand même sur le cul de voir Chet Holmgren et son arrivée en NBA. Et sur le cul pour plein de raisons. J'ai même pas envie de parler de stats, de ce qu'il fait. Ok, il y a donc 17 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 contres, et à quasiment 40% à 3 points, 50% au tir. Enfin voilà, mais j'adore les winning players. Des mecs qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est le nom qui est à l'avant du maillot et non pas celui à l'arrière. Et OKC fait une excellente saison pour plein de raisons, notamment Shai Gilgeous-Alexander qui évolue encore à un niveau de MVP, avec plein de garçons qui encore font le taf comme Jalen Williams. Mais le jour et la nuit depuis l'arrivée de Chet Holmgren, en fait. Et en NBA, une des règles sacro-saint un petit peu quand tu es jeune et que tu veux essayer de te faire un gros contrat, c'est que tu dois un peu tirer la couverture à toi et faire des grosses stats. C'est comme ça que fonctionne la NBA avec les contrats max. C'est-à-dire que si tu as un contrat max en NBA, bah tu vas pas faire des petites stats, quoi. C'est compliqué. Mais ici ou là, tu as des mecs qui débarquent, comme Bam Adebayo l'a fait avec le 8 aussi, où il a dit non, tu sais quoi, je vais avoir des rôles très spécifiques, mais je vais être avant tout dans la win. Je vais être un winning player. Chet Holmgren, ça fait 42 matchs qu'il est en NBA, et j'ai l'impression que c'est déjà un coup de cœur absolu. Je ne conçois même pas que Chet Holmgren ne remporte pas minimum un ou plusieurs titres en NBA. C'est le profil parfait d'un mec qui va se faire le kamikaze pour sa franchise, qui n'a pas besoin des lights, qui dit, tu sais quoi, vas-y Shai, fais-les... Mais qui est capable quand même de mettre des gros tirs clutch et tout. Hein. Et de dire c'est de ma faute si j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et d'accepter les responsabilités s'il y a eu des erreurs. Et d'être une éponge pour continuer à progresser. C'était un haut choix de draft qui a vécu un truc pas facile en saison, donc rookie, mais en tout cas saison blanche l'année dernière. Ouais. Il arrive, Chet Holmgren, je le vois sur le terrain, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il est là depuis 8 ans en NBA. C'est incroyable. Et donc, des joueurs qui sont très très forts, talentueux. On en croise plein, c'est normal, c'est la meilleure ligue du monde. Mais des joueurs qui en plus savent déjà trouver leur rôle. Je vais être un pivot, 2, 3e option, ne pas avoir la couverture sur moi, mais en même temps être décisif quand il le faut, protéger ma raquette quoi qu'il en coûte. Qu'on se foute de ma gueule ou non, je vais apporter cette espèce de ténacité, parce qu'on le savait avant qu'il arrive en NBA que Chet Holmgren il avait ce côté un petit peu tête de con entre guillemets, c'est-à-dire je vais vous rentrer dedans et il y a quoi. Mais là, moi, c'est un coup de cœur absolu. Sa bataille avec Wemby, elle est formidable et on en reparlera dans le reste de la vidéo. Mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, en fait, il n'y a pas une semaine où je vois Chet Holmgren jouer et je me dis, mais d'où sort ce mec, quoi? Non, mais je suis d'accord. Hein. Il fait partie des nombreuses... Parce que moi, j'ai pas mal de satisfaction de joueurs cette saison. Mais Chet Holmgren en fait partie. Parce que... C'est un coup de cœur basket, tu vois. Ouais, et puis je sais pas, en plus tu t'attends pas à ça avec son physique un peu chelou là. Lui aussi, il est très très grand, long, tout maigre et tout. Donc non, c'est très impressionnant. Et puis quelle belle pioche du Thunder, encore une quoi. Ouais. Donc c'est lourd. Chet Holmgren, super satisfaction. Ouais. Énorme, et donc on sait que voilà, si tout se passe bien pour le Thunder, il faudra compter sur eux. Ils ont besoin un peu d'XP et de voir comment ça se passe. Moi, je ne vais pas batailler longtemps sur les histoires de rookie de l'année. On en a déjà fait toute une vidéo il y a 1 mois sur cette course-là. Mais entre guillemets, s'il n'y avait pas un extraterrestre qui était français, j'adore Jaime Jaquez, hein, mais je pense que Chet Holmgren mettrait tout le monde dans le rétroviseur. Il est trop fort. Trop fort. Je suis d'accord. Paolo Banchero pour Alex, Monsieur Chet Holmgren pour Bibi. On va finir avec une wildcard. Les petits bonus. Le petit bonus. La wildcard, c'est un petit peu la section dans laquelle il y a quelque chose qui nous fait kiffer. Et c'est pas forcément juste un joueur, ça peut être plusieurs. Ça peut être un coach, ça peut être une thématique de jeu, ça peut être une règle, quoi que ce soit. Alex, une satisfaction que tu as notée là, dont tu as envie de parler, c'est quoi? Est-ce que dans l'histoire du basket français, on a déjà eu 2 rookies aussi forts la première année? Non. Je veux dire non. Non, ça c'est sûr. Là, on a un phénomène et
Un autre, bon, on peut pas encore dire que c'est un phénomène, Bilal Koulibaly, mais moi, quand je le vois jouer, j'ai le sourire comme tu me vois là. En fait, je m'imagine déjà en équipe de France, le maillot bleu et tout. Je suis là, je fais waouh, 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 waouh. Donc, on a Victor Wembanyama. Bon, bah, ça va, il n'y a plus besoin de le présenter. On parle d'un rookie, 20 points, dire bon, 3 passes, meilleur contreur de la ligue. Voilà, bonjour, c'est moi. Salut. Il joue dans une équipe de merde, donc il arrête pas de perdre des matchs. T'en as parlé tout à l'heure dans les déceptions l'autre jour là, de Popovic, tout ça. Bon, évidemment, compliqué pour lui. On verra ce que l'avenir lui réserve. Mais si tu lui mets une équipe autour, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, on est sur des stats all-time en termes de rookies. Des rookies en 20, 10, 3 passes, 3 contre. En 26 minutes voilà, c'est ça. En plus, le temps de jeu est ridicule. 28 minutes de moyenne. Là, j'ai les stats de Victor. 28,5 minutes de moyenne depuis le début de saison. Non, mais lol. Et puis Bilal Koulibaly, qui, alors évidemment, les stats sont beaucoup moins clinquantes. Le rôle n'est pas du tout le même. Il sort beaucoup du banc. Mais lui aussi, il est plus jeune que Victor. Bilal Koulibaly, je précise. Non, c'est quand même important. Bilal, quel âge il a, Bilal Koulibaly? Il a eu 19 ans, mais seulement en juillet. Lui. Donc il aura 20 ans en juillet. Anciens coéquipiers tous les deux, Boulogne-Levallois, Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, qui se sont affrontés il n'y a pas longtemps. Là, c'était rigolo et tout de les voir l'un contre l'autre. Là, bon, c'est pas le match forcément que t'attends à voir. Ouais, mais la photo de eux deux, elle va rentrer dans l'histoire du basket en France. La photo est énorme, mais le Spurs Wizards derrière, pardon, mais extraordinaire. Tu m'excuseras, mais voilà. Money time, Alex. Oui, je sais, mais bon, tu vois. Bref. Non, mais ouais, ça fait partie de mes satisfactions. C'est-à-dire que Victor Wembanyama, on l'attendait, il répond. Oui. Phénomène, talent générationnel, il domine la course au rookie de l'année, à mon sens, alors que tu viens de parler de Chet Holmgren, voilà, et il y a Jaime Raquez, enfin bref, non. Victor a des stats extraordinaires, et même s'il gagne pas beaucoup de matchs, c'est un rookie hallucinant comme on n'en voit quasiment jamais. Et en plus, nous, Français, on a le plaisir de voir Bilal Koulibaly éclore. Il y a 18 mois, on savait pas vraiment qui c'était. Il était à peine titulaire en Ligue 1. En Ligue 1. Il était même pas titulaire en Ligue 1. En championnat de France. On n'empêche que tu sais que gardien, bref, Bilal, c'est une autre discussion. Au foot. Moi, je veux bien, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, là, il arrive en NBA et c'est extrêmement impressionnant de voir ce jeune joueur qui arrive dans une équipe bien pourrave où il y a du monde à son poste. Le poste 3, 2-3, un peu 4... Enfin, plutôt 2-3, je dirais, Bilal. Il y a un peu de monde à Washington. Je ne dis pas que c'est une concurrence intouchable, mais il y a un peu de joueurs. Bilal Koulibaly, il se voit. Défensivement, il est très impressionnant. Il a un sens du timing, des interceptions et des comptes qui est très, très impressionnant. Il rentre quelques tirs. Il a l'air d'avoir une super mentalité. Donc, on a 2 Français qui débarquent, rookie en NBA, et puis qui... Voilà, il y en a un qui casse la baraque et l'autre qui rigole pas du tout. Ça faisait un bon moment que ça nous était pas arrivé. Les derniers Français haut draftés, c'est dur pour eux. Tu as parlé de Kylian Hayes dans la vidéo Satisfaction, Sekou Doumbouya, Franck Nilikina. Enfin, c'est pas facile, tu vois. Voilà. Même Gershon, TLC et tout, c'était dur. Voilà, les galères de Malédon et tout. Enfin, je veux dire, on voit Evan Fournier, Français qui a roulé sa bosse en NBA, mais qui joue pas du tout au Knicks. Non. Enfin, voilà. L'année dernière, c'était dur d'être fan français de NBA, entre guillemets. Ouais. Là, on en a 2 supra jeunes avec vraiment des potentiels de fou malade et ça fait vachement plaisir. Grosse satisfaction. Ouais. Non, c'est trop bien. Voilà. C'est trop bien. C'est limite, faut faire attention à ne pas non plus le prendre pour acquis, mais c'est limite, genre maintenant on est là, vas-y c'est bon, tu sais, on a Victor en 20, 10, 3, 3, tu sais, il y a 1 an et demi on nous aurait dit ça, mais on aurait été comme des malades. Mais même pendant les previews, quand on a fait les Spurs, c'est quoi la ligne de stade de Victor? Je crois qu'aucun de nous deux l'a mis à 20 points déjà. Oui. 3 comptes on l'avait, mais dire bon 20 points, moi j'avais pas, moi. Non. Moi, le rebond, je pensais que ça allait être là où il allait peut-être un peu galérer. Ouais, pareil. Ouais. Tu parles. Il y en a 10 en 28 minutes. Alors imagine si on lui laisse un peu de temps. Ouais. Non, Bilal et Victor, c'est trop bien. Et en plus, ils sont connectés. C'est-à-dire que là, comme tu le dis, il y a eu le match à Washington. Mais c'est des gars qui sont contents du succès de l'un et de l'autre. C'est des images qui vont devenir historiques. La célébration de Wemby au moment où il apprend à la draft que Bilal est drafté en 7-8 là, par Indiana, échangé ensuite à Washington. C'est trop bien. Ils sont connectés à vie et ça fait plaisir vraiment.
Ouais, c'est super. Donc ça, c'est vraie satisfaction. Vas-y. Eh ben écoute, moi en satisfaction de cette saison, pareil après on fera des mentions honorables, il y a plein de choses qui me font très très plaisir, mais je dois avouer que parfois la NBA prend des décisions au niveau de ses règles, de ses initiatives où je me dis what the fuck, vas-y, une season tournament, je sais pas quoi, truc. Il y a une règle qui est arrivée cet été, et je pense qu'elle est pas passée inaperçue parce que il suffit de voir les matchs pour s'en rendre compte. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu parler de load management, si je peux me permettre. C'est vrai. Le terme load management a disparu gentiment de la twittosphère. Non mais c'est incroyable. Kawhi Leonard joue les matchs. Et même les autres. Enfin je veux dire, le vocabulaire, le load management faisait partie du vocabulaire des joueurs NBA et des fans NBA depuis 4-5 ans. Cet été, la NBA a dit bon, on va toucher au portefeuille. Et donc si vous voulez commencer à obtenir un MVP, une all defensive, des trophées quoi, individuels et collectifs. Ouais, c'est même pas le portefeuille, ça c'est le palmarès. Ouais. Alors oui, mais quelque part pour même être dans des all NBA qui ensuite activent. Non mais c'est hyper important parce qu'en fait les all NBA. Non mais t'as raison, tout à fait. Non mais même pour débloquer des bonus, tu es obligé parfois d'avoir des all NBA. C'est les contrats, des clauses, bien sûr. Et donc ils ont intégré ces clauses-là en disant les gars, nous on veut bien, mais va falloir être sur le parquet. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Oui en effet. Ça peut être un bel alignement des planètes, et ça se trouve, je suis en train de poser un curse monumental qui fait que ça va être la merde, mais Anthony Davis n'a jamais autant joué de matchs en NBA. Kawhi Leonard n'a jamais joué autant de matchs en NBA. On est totalement en train de prendre pour acquis que Zion, il est là quasiment 2 soirs sur 3. Non mais tu te rends compte ? Je veux dire, tu réalises ? C'est un truc de ouf. LeBron est là tous les soirs. Tous les soirs, t'as des gars qui sont là. Alors, il y a des blessures. Belle inspiration, j'avoue. C'est le sport, c'est comme ça. Il va en avoir. Et il y en a là des blessures. Il y a des joueurs, on peut pas trop compter sur eux, c'est terrible. Mais ils l'ont tous en tête. Ils le savent. Ça y est là. Il commence à y avoir des rapports de attention, Embiid. Si tu commences à louper encore quelques matchs, tu vas pas être MVP. Voilà. Tu vois ? Et ça, moi, ça me fait délirer parce qu'en fait, très bonne inspiration de la NBA d'avoir dit ok, les gars, vous avez des petits soucis et on veut que vous soyez prêts en playoff, that's fine, mais nous on a besoin que vous soyez sur les parquets, c'est le produit. Les franchises, vous voulez ménager vos joueurs, ok, mais juste on met un plateau. Et donc on était impatients de savoir quel allait être le plateau, c'est quoi, c'est 65 67 matchs 65 matchs 65 matchs 66, c'est ça, c'est là. C'est assez élevé en fait. C'est ça. Mais donc du coup, il commence à avoir des trucs un peu fun du genre attention, s'il loupe encore 3 matchs, il ne sera plus éligible. Donc les mecs sont là, moi le coach, je joue, demain je suis présent. Vas-y, je suis titulaire. Je suis dispo. Et au-delà de l'aspect rigolo, moi ça me fait kiffer de me dire que sur ce début de saison 23-24, les meilleurs joueurs de la planète sont sur les parquets. Il y a pas de, tu vois. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses qu'en fin de saison, on va avoir droit à des mascarades du genre machin à jouer, mais 3 minutes 3 minutes Il a la sélection évidemment. Pour avoir le nombre de matchs. Tu crois qu'on va avoir droit à ça ? Évidemment. La mascarade là, tu sais. Ben oui. Il était sur le terrain. Il était là, Moi, il a joué, il est sur l'affiche. Il était entre deux. Iron Man, Michael Bridges, il était présent. Non, mais bien sûr qu'il va y avoir ça. Mais j'ai envie de dire, si entre le 1er et le 13 avril, on a des blagues comme ça, mais que du 15 octobre au 30 mars, on a des joueurs qui sont présents, moi, ça me va. On s'y retrouve, tu vois. Je préfère ça plutôt que les espèces de trucs de oui, demain, on sait pas trop, fais voir, on a un back-to-back, non, on va te reposer, détente, tu vois. T'as pas mal à la cheville ? Ouais. T'as mal à la cheville là, non ? Ouais, t'as mal à la cheville là. Franchement, les 5-6 dernières années, le Alex, truc uncheckable, tu sais, back Sorness. Ouais, Général Sorness, tu sais, on était là genre Général Sorness, c'était devenu un personnage quoi. Ouais, c'est clair. Mais franchement, Alex, les 3-4 dernières années, on a eu beaucoup de blessures, mais on a eu beaucoup d'absences où on se posait un peu la question. Et je suis content que l'espèce de modèle, regardez Kawhi, on a remporté le titre en 2019 en le reposant, c'est vrai. Pas si sûr. C'est bien, je suis d'accord. On est content aussi, ça. Ouais. Belle satisfaction. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il y a d'autres trucs là un petit peu qui viennent en tête, des trucs positifs, juste en mention honorable. Je sais pas, t'as envie de mettre un shout-out à tel ou tel, je sais pas. Là, je trouve que la saison de Jalen Brunson est une énorme satisfaction. Ouais. Jusqu'à maintenant, là, sa demi-saison, c'est du lourd en fait. Ouais. C'est du lourd où on est là en train de se dire. Bon, c'est vrai que le meilleur meneur de l'Est, tu vois, c'était Isaiah Liberton, satisfaction. Ouais, mais il est dans la discussion. Jalen Brunson, il est là. Ouais. Oui, bien sûr, Tyrese Haliburton, satisfaction évidemment. Les Pacers en général, leur jeu en général, satisfaction. Mais ouais, non, moi, Jalen Brunson, j'ai hésité, tu vois. Je comprends totalement. Et moi, le petit Anthony Davis, parce que quand même...
là, la saison qui nous plombe est dans le marasme des Lakers. Hein, parce que... Oh, marasme, t'es dur, mais oui, les résultats sont pas mais suffisants. Lui, il est incroyable. C'est vrai. Incroyable. Dites-nous, vous, quelles sont vos satisfactions de cette première partie de saison NBA. Nous, évidemment, on va se retrouver dans d'autres petites vidéos sur votre chaîne YouTube préférée. Attention, on est en période de trade deadline, donc vous notez le rendez-vous 8 février sur le canapé mythique. Et Alex, on se retrouve bientôt pour d'autres apéros. Bisous. Des bisous, Ciao. à la prochaine. Ciao, ciao.